Bonjour, nous allons parler de la méningite virale aiguë. La méningite virale aiguë est une inflammation des méninges, c'est-à-dire des enveloppes entourant le système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Elle renferme le liquide céphalorachidien. Les enveloppes du système nerveux central sont constituées de 3 feuillets, de dehors en dedans, la durmère, l'arachnoïde et la pimère. L'arachnoïde et la pimère forment les leptoméninges, ce sont des méninges molles. La première couche étant ce qu'on appelle la durmère, c'est un tissu fibreux qui adhère à l'os du crâne et qui se dédouble à certains endroits pour laisser place à des sinus veineux ou canaux qui permettent de drainer le sang veineux du cerveau vers les veines jugulaires internes. Au niveau de la moelle épinière, elle n'adhère pas à l'os, laissant place à l'espace péridural. L'arachnoïde est la couche moyenne et forme de sorte de toile d'araignée ou trabécule limitant des cavités dans lesquelles baigne le liquide céphalorachidien, et enfin la pimère adhérente au tissu nerveux et qui entoure les vaisseaux pénétrant dans celui-ci. Le liquide céphalorachidien est produit par les plexus choroïdes. Ces plexus choroïdes sont des lacis de vaisseaux sanguins capillaires poreux dans les ventricules latéraux, qui sont des cavités situées à l'intérieur du cerveau. Ce liquide céphalorachidien sert comme protecteur mécanique pour le cerveau. Elle circule du 3e ventricule vers le 4e ventricule via l'aqueduc de Sylvius, puis elle place via les trous de Luschka et de Magendie dans l'espace sous-arachnoïdien. Elle sera résorbée par les granulations de Pacchioni du sinus sagittal supérieur. Cette méningite peut être de type viral et elle est généralement bénigne, et si jamais elle est bactérienne, cela est beaucoup plus grave. L'infection bactérienne peut se faire de manière différente, via la circulation sanguine le plus souvent, via communication directe par les fosses nasales, via l'oreille moyenne, ou suite à un traumatisme crânien ou à une opération. Cette méningite bactérienne est beaucoup plus grave car elle peut entraîner une septicémie. La plus dangereuse étant celle à méningocoque car cette bactérie est présente naturellement dans les voies aériennes et peut parfois s'accrocher aux cellules endothéliales et former des colonies dans le sang et ensuite migrer au cerveau. En plus de cela, si elle attaque le tissu nerveux, cela peut se transformer en encéphalite. A noter que l'affection virale facilite une infection bactérienne ultérieure car il y a altération de la muqueuse qui joue le rôle de barrière. Parfois, la méningite est due à une maladie congénitale de la durmère. Pour ce qui est de la physiopathologie, cette infection provoque une réaction inflammatoire diffuse dans l'espace sous-arachnoïdien, avec comme taux de réaction inflammatoire augmentation de la perméabilité, ici de la barrière hémato-encéphalique, qui peut provoquer un œdème cérébral. De là, on observe une augmentation de la pression intracrânienne et une diminution de la pression artérielle, donc des neurones sous-oxygénés qui peuvent mourir par apoptose. On peut aussi avoir hypersécrétion de liquide céphalorachidien et augmentation de la pression méningine. Ceci entraîne des céphalies. Les raideurs de nuque sont expliquées par l'irritation des nerfs des méninges. Pour ce qui est de l'anamnèse hypothétique, cette maladie se caractérise par des vomissements provoqués par des changements de position, des céphalies, une raideur de la nuque, de la fièvre, une intolérance au bruit et à la lumière et parfois une confusion. Les signes cliniques caractéristiques de la méningite sont la signe de Guernic. Lorsque le patient tend ses jambes, il ressent une douleur en essayant de les replier sur le bassin. On a aussi le signe de Brudzinski. L'examen se fait avec le malade en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos, et se caractérise par la flexion d'un membre inférieur d'un côté lors de la flexion passive de la hanche et du genou du côté opposé par l'examinateur, ou la flexion des 2 membres inférieurs lors de la flexion passive de la nuque vers l'avant par l'examinateur. Le diagnostic se confirme uniquement grâce à une ponction lombaire. Le patient est en position assise ou en décubitus latéral. Le médecin insère une aiguille entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, vertèbre du bas du dos, et récolte ainsi le liquide céphalorachidien. Le traitement sera choisi en fonction de l'analyse de la ponction. Dans le cas d'une infection virale, le liquide céphalorachidien apparaîtra clair et transparent. Dans le cas d'une infection bactérienne, il apparaîtra trouble.